En 1968, un étudiant en médecine à Cambridge a tenté de provoquer une expérience extracorporelle à l'aide de techniques respiratoires qu'il avait trouvées dans un livre ésotérique de la bibliothèque universitaire. 3 heures plus tard, ses camarades l'ont retrouvé dans un état catatonique, incapable de reconnaître son propre reflet dans le miroir, répétant qu'il avait « oublié le chemin du retour ». Il lui a fallu 6 semaines de suivi psychiatrique pour retrouver une perception intégrée de lui-même. Ce cas, documenté dans les archives de la British Society for Psychical Research, révèle une vérité que les traditions orientales connaissent depuis des millénaires. Traverser les portails de la conscience sans carte, c'est comme naviguer sur les océans sans boussole. La projection astrale est un phénomène psychophysiologique réel qui se produit à la frontière entre les états de conscience. Et toute frontière exige le respect du principe d'équilibre entre le yin et le yang, entre l'expansion et la contention, entre l'audace et la préparation. Dans le taoïsme, franchir un seuil exige un enracinement préalable et non une accélération. La conscience est comprise comme un champ qui ne s'étend que lorsqu'il y a suffisamment de stabilité pour soutenir l'expansion. Les états modifiés ne sont pas des conquêtes, mais les conséquences naturelles d'un système interne organisé. Lorsque ce système est fragmenté, toute expansion intensifie le chaos. C'est pourquoi les traditions sérieuses ont toujours donné la priorité à la culture interne avant toute technique. Il ne s'agit pas de croyance, mais de fonctionnement psychique. Solstice naît précisément de ce point d'intersection entre la psychologie, la spiritualité orientale et la lecture symbolique de l'expérience humaine. L'objectif de la chaîne n'est pas d'encourager des pratiques, mais de développer une compréhension structurelle de la conscience. Ici, l'étude précède l'expérience et le concept vient avant le vécu. Mon engagement est de traduire des connaissances complexes dans un langage accessible, tout en conservant la rigueur conceptuelle que ces thèmes exigent. Tout au long de l'histoire, différentes traditions ont souligné que l'être humain fonctionne par couches de perception. Le corps physique n'est que l'interface la plus dense de ce système. Lorsque le repos corporel s'accompagne d'une vigilance mentale, des états intermédiaires entre le sommeil et l'éveil apparaissent. C'est précisément à ce seuil que se produit la projection astrale. Les neurosciences contemporaines reconnaissent cet état comme hautement suggestible. Sans préparation, il amplifie les peurs, les images internes et les schémas émotionnels latents. C'est pourquoi la connaissance n'est pas facultative, elle est structurelle. Dans le Tao, la clarté précède le mouvement. Pour comprendre pourquoi la préparation est indispensable, il suffit d'observer des situations quotidiennes. Personne ne traverse une route très fréquentée les yeux fermés en espérant que l'expérience soit transformatrice. Pourtant, beaucoup de gens essaient de traverser des états profonds de l'esprit, sans orientation. La projection astrale agit sur des mécanismes psychiques sensibles. Elle réorganise la perception de l'identité et de l'espace. Sans stabilité émotionnelle, cette réorganisation peut générer de l'anxiété, de la panique ou de la dissociation. Le choc de conscience se produit lorsque l'on se rend compte que ce n'est pas un jeu. C'est un processus qui révèle ce qui est déjà à l'intérieur. Des études en psychologie transpersonnelle et des expériences hors du corps démontrent que la peur ne provient pas de l'inconnu extérieur, mais du contenu intérieur non élaboré. Pendant la projection, le subconscient s'exprime avec une force symbolique. Les traumatismes, les conflits et les tensions émergent sous forme d'images ou de sensations intenses. Sans préparation, l'esprit interprète ces manifestations comme des menaces. Cette erreur d'interprétation intensifie la souffrance. Le Tao enseigne que résister au flux génère des turbulences. Se préparer, c'est apprendre à observer sans réagir impulsivement. Si ce contenu élargit votre compréhension et organise votre perception, envisagez de suivre Solstice de manière continue. S'abonner à la chaîne et soutenir la vidéo est un moyen simple de maintenir cet espace actif. Ici, chaque thème est traité comme faisant partie d'un système plus large de compréhension de la conscience. Dans le Tao, marcher avec constance est plus important que courir sans direction. Et tout voyage conscient commence par une préparation. En 1848, un phénomène clinique observé dans les hôpitaux européens a commencé à attirer l'attention des médecins et des philosophes.
Les patients qui se réveillaient conscients pendant des états profonds de paralysie du sommeil rapportaient des expériences de déplacement de leur perception hors de leur corps. Ces récits étaient riches en détails sensoriels, mais présentaient également des signes évidents de désorganisation émotionnelle postérieure. À l'époque, il n'existait pas de langage scientifique pour expliquer ce phénomène, seulement des registres minutieux et des préoccupations médicales. On s'est rapidement rendu compte que les personnes non préparées présentaient une plus grande souffrance psychique après ces expériences. Le phénomène n'était pas rare, mais simplement invisible pour la culture dominante. Ce qui était en jeu, ce n'était pas l'événement en soi, mais la structure interne de ceux qui le vivaient. Cette constatation traversera des siècles d'études ultérieures. Des registres encore plus anciens, présents dans des manuscrits taoïstes et bouddhistes, décrivent des états similaires avec une précision remarquable. Dans ces textes, le déplacement de la conscience n'apparaît jamais comme une pratique isolée. Il apparaît comme la conséquence naturelle d'un long processus de culture interne. L'esprit devait être entraîné avant d'accéder à des niveaux plus subtils de perception. Le corps devait être régulé et les émotions stabilisées. Lorsque cet équilibre n'était pas respecté, les textes décrivent une confusion, une peur et une perte de clarté. Ces récits n'ont pas un ton mystique, mais instructif. Ils fonctionnent comme un avertissement et non comme une promesse. Au XXe siècle, les chercheurs en conscience ont repris ces phénomènes dans un autre langage. Des études sur les expériences hors du corps et les états hypnagogiques ont montré que le cerveau, dans ces moments-là, fonctionne à un seuil délicat. L'activité rationnelle diminue, tandis que les images internes gagnent en force. Pour les individus préparés, cela génère une lucidité accrue. Pour d'autres, cela génère un sentiment de menace et une perte de repère. La même porte produit des résultats opposés selon la personne qui la franchit. Cette constatation soulève une question centrale. Le phénomène n'est pas intrinsèquement positif ou négatif. Il ne fait que révéler l'état interne préexistant. Des cas documentés montrent que les personnes qui ne sont pas préparées émotionnellement rapportent une peur intense dès les premières secondes de l'expérience. Le corps immobile est interprété comme un danger. Les images internes sont perçues comme une invasion extérieure. L'esprit cherche à prendre le contrôle et ne le trouve pas. Ce conflit génère une souffrance réelle, même en l'absence de tout risque physique immédiat. En revanche, les personnes ayant reçu une formation préalable décrivent le même état comme stable et observable. La différence ne réside pas dans le phénomène, mais dans la relation à celui-ci. Cela déplace la discussion du domaine de l'extraordinaire vers celui de la préparation psychique. Ce qui semble être un événement externe est, en pratique, un miroir interne amplifié. L'absence de référence conceptuelle aggrave le sentiment de perte de contrôle. Sans compréhension de l'état vécu, l'esprit tente d'interpréter avec des catégories inadéquates. Cette erreur d'interprétation est à l'origine de la souffrance rapportée dans de nombreux cas. Il ne s'agit pas d'une fragilité individuelle, mais d'une absence de structure. Les états profonds exigent des cartes internes préalables. Sans elles, l'expérience devient chaotique. Au fil des décennies, la psychologie a commencé à reconnaître des schémas récurrents dans ces récits. Les états de dissociation, d'anxiété aiguë et de confusion perceptive apparaissent plus fréquemment dans les tentatives non guidées. Ces effets ne surviennent pas parce que la conscience s'élargit, mais parce qu'elle perd ses points d'ancrage. Le système psychique a besoin de stabilité pour fonctionner hors de l'ordinaire. Lorsque cette stabilité n'existe pas, le mécanisme de défense prend le contrôle. La peur commence à organiser l'expérience. À partir de là, l'apprentissage devient impossible. Le phénomène cesse d'être observable et devient réactif. C'est pourquoi les traditions anciennes insistaient sur des pratiques préparatoires longues et apparemment simples. La régulation de la respiration, la discipline de l'attention et l'observation des émotions n'étaient pas des étapes secondaires. Elles constituaient le fondement même du processus. Avant de traverser des états subtils, il était nécessaire de connaître ses propres schémas mentaux. Cette connaissance n'était pas théorique, mais expérientielle et progressive. Sans elle, tout déplacement de la conscience était considéré comme prématuré.
Cette logique reste valable même dans le langage scientifique contemporain. La méthode change, le principe reste. Comprendre ses antécédents historiques et psychologiques n'a pas pour but de décourager l'étude de la conscience. Au contraire, cela offre une base solide pour l'aborder de manière responsable. Ce que l'on apprend à travers ces archives, c'est que la profondeur exige une préparation. Aucun état élargi ne remplace la clarté interne. Lorsque cette compréhension devient claire, la curiosité cède la place au discernement. C'est à partir de ce point que le sujet peut être exploré en toute sécurité. Continuez à suivre ce contenu pour progresser avec une compréhension structurée et cohérente. Avant de comprendre ce qu'est réellement la projection astrale, nous devons démanteler les approches erronées. Le premier piège est la méthode de l'induction forcée, où les pratiquants débutants tentent de catalyser l'expérience par une privation de sommeil extrême, des jeûnes prolongés ou des techniques de respiration hyperventilée sans supervision. Non seulement cette approche ne permet pas de produire des projections contrôlées, mais elle déstabilise également le système nerveux autonome, provoquant une dépersonnalisation temporaire qui peut persister pendant des semaines. Une privation de sommeil supérieure à 48 heures compromet la régulation dopaminergique du cerveau, produisant des symptômes indiscernables d'une psychose naissante. Le deuxième piège est l'utilisation de substances psychoactives, comme raccourcis vers des états modifiés, une pratique qui confond projection astrale et hallucination chimique. Alors que la projection légitime préserve la clarté de la conscience et le contrôle volitif, les substances dissolvent les frontières de l'ego de manière chaotique et imprévisible. Le troisième piège, peut-être le plus dangereux, consiste à suivre des protocoles provenant de sources non vérifiées qui promettent des résultats en 3 jours ou une semaine, ignorant complètement la variabilité individuelle et la nécessité d'une base psychologique solide. Les traditions taoïstes décrivent le phénomène comme une libération temporaire du shen, l'esprit, des limites du sing, la forme, non pas comme une séparation littérale, mais comme une expansion de la conscience au-delà des identifications habituelles. La projection ne sert pas à voyager dans l'univers ou à visiter d'autres dimensions, mais à explorer directement la nature construite de la perception du « moi ». C'est un outil de connaissance profonde de soi qui révèle comment l'identité personnelle est un processus fluide et non une entité fixe. Comprise sous cet angle, la projection astrale cesse d'être un objectif exotique et devient un moyen d'exploration phénoménologique de la conscience. Pour que la projection astrale se déroule de manière contrôlée et sûre, 3 conditions neuropsychologiques doivent être réunies simultanément. Première condition, une relaxation musculaire profonde obtenue sans perte de lucidité mentale, un état connu sous le nom de corps endormi, esprit éveillé. Cela nécessite un entraînement aux techniques de relaxation progressive pratiquées quotidiennement pendant au moins 3 mois, temps nécessaire au système nerveux pour apprendre à dissocier le tonus musculaire de l'éveil cognitif. Deuxième condition, une stabilité émotionnelle suffisante pour ne pas réagir avec panique lorsque les perceptions sensorielles habituelles commencent à se dissoudre. Cette stabilité est développée grâce à des pratiques méditatives qui cultivent l'observation détachée des phénomènes mentaux. Troisième condition, une intention claire et concentrée maintenue à la limite entre l'éveil et le sommeil, nécessitant une discipline attentionnelle affinée par des mois de pratique de la concentration unidirectionnelle. Ces conditions ne surviennent pas spontanément et ne peuvent être forcées. Elles se développent progressivement grâce à un entraînement systématique. Essayer d'induire la projection sans ces bases équivaut à essayer de courir un marathon sans préparation cardiovasculaire préalable, le résultat inévitable étant l'effondrement du système. La raison pour laquelle la projection astrale fonctionne est liée à la plasticité de la carte neuronale que le cerveau conserve sur les limites et la localisation du corps dans l'espace. Des recherches sur la stimulation magnétique transcrânienne démontrent que ce schéma peut être temporairement modifié, créant des illusions de membres étendus ou de corps flottants. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque l'activité motrice est naturellement inhibée, le cerveau fonctionne déjà dans un mode où les commandes motrices ne génèrent pas de retour sensoriel correspondant, créant des conditions propices à la dissociation perceptive.
Les pratiquants entraînés apprennent à induire volontairement des états similaires au sommeil paradoxal tout en restant conscients, une technique que les moines tibétains ont développée il y a des siècles sous le nom de yoga du sommeil. Si cette compréhension vous est claire, manifestez votre engagement de manière simple. Écrivez dans les commentaires la phrase « Ma préparation précède l'expérience ». Ce geste symbolique renforce l'intention de poursuivre avec clarté et responsabilité. La poursuite de cette étude dépend de la volonté de comprendre avant d'expérimenter. Une pratique correcte commence par un alignement interne. Suivez le contenu avec attention et constance. L'approfondissement se fait étape par étape. Dans le taoïsme, la conscience est considérée comme un flux qui doit rester aligné avec le centre. Lorsque le flux se fragmente, des déséquilibres émotionnels et perceptifs apparaissent. La projection astrale n'est considérée comme légitime que lorsqu'elle émerge d'un état d'harmonie interne. Il n'y a pas d'incitation à l'effort ou à la force. Le principe du Wu Wei, l'action sans tension, guide tout le processus. L'esprit observe sans interférer, permettant à l'état de se révéler naturellement. Cet enseignement évite la recherche compulsive d'expérience. La clarté est toujours privilégiée par rapport à l'intensité. Le bouddhisme aborde des états similaires par l'observation directe de l'esprit. Des pratiques méditatives profondes entraînent l'attention à rester lucide dans toutes les conditions. Lorsque le corps s'endort, l'esprit entraîné ne s'effondre pas dans l'inconscience. Cela génère des expériences de perception élargies, sans rupture du sens de l'identité. La projection, dans ce contexte, n'est pas un objectif, mais un sous-produit de la maîtrise de l'attention. Le risque survient lorsque l'on recherche l'effet sans entraînement. L'esprit non préparé interprète l'état comme une menace. La souffrance naît de cette lecture erronée. L'application pratique de cette compréhension exige un changement d'attitude. On ne commence pas par la technique de projection, mais par le développement de l'attention. La méditation, la régulation émotionnelle et l'hygiène du sommeil sont des fondements mesurables. Ces pratiques réorganisent le système nerveux. Avec le temps, les états limites deviennent reconnaissables et stables. L'expérience cesse d'être invasive. Elle devient observable. C'est le critère de maturité du processus. Sur le plan spirituel, la projection astrale ne représente pas une élévation automatique. Elle élargit simplement le champ d'observation de l'esprit. Sans éthique interne et clarté émotionnelle, cet élargissement ne produit pas de sagesse. Le taoïsme et le bouddhisme s'accordent à dire que la connaissance sans équilibre engendre l'illusion. La pratique correcte ne cherche pas à échapper au corps, mais à comprendre l'esprit. Le corps reste une référence fondamentale. La conscience ne s'y oppose pas, elle le transcende seulement momentanément. Cette distinction évite les déviations conceptuelles courantes. Par conséquent, la projection astrale doit être comprise comme un phénomène à la frontière entre la psychologie et la spiritualité. Elle révèle ce qui est déjà structuré intérieurement. Elle ne remplace ni le travail émotionnel, ni la discipline mentale. Lorsqu'elle s'intègre à un cheminement vers la connaissance de soi, elle peut offrir une compréhension profonde. Lorsqu'elle est isolée, elle tend à générer de la confusion. La rigueur conceptuelle protège la pratique. La clarté précède toute expansion légitime de la conscience. Cette compréhension soutient une approche sûre, continue et responsable du sujet. Si la conscience peut se déplacer sans le corps, qui doit rester stable pour que ce mouvement ne se transforme pas en dispersion? Le Tao pose la question avant de répondre, car la bonne question organise déjà l'esprit. Tout ce qui a été exposé ici renvoie à un principe simple et exigeant. On ne traverse pas ce que l'on ne connaît pas de l'intérieur. La projection astrale, vue sous cet angle, cesse d'être un objectif et devient une conséquence. Le bénéfice de comprendre cela est d'abandonner la précipitation et de gagner en direction. Lorsque la direction est établie, l'effort diminue. Et là où l'effort diminue, la clarté commence à apparaître. Il y a un moment où l'étude cesse d'être une accumulation d'informations et se transforme en reconnaissance silencieuse. Ce n'est pas quelque chose qui s'annonce, on le perçoit simplement.
L'esprit comprend qu'il n'a pas besoin de maîtriser l'expérience, mais seulement d'être présent en elle. Ce changement est subtil, mais décisif. Ce qui semblait auparavant lointain devient simple. Ce qui semblait dangereux devient observable. C'est l'épiphanie discrète que le Tao valorise. Rien ne change à l'extérieur, mais tout se réorganise à l'intérieur. La philosophie orientale n'offre pas de réponse définitive, car la réalité ne se résume pas à des concepts. Elle indique des chemins et invite à l'observation directe. En comprenant la projection astrale comme un état et non comme un spectacle, quelque chose s'apaise. La quête perd son caractère anxieux et gagne en rythme. Il n'y a pas de promesse d'arrivée, seulement la continuité de la pratique. Cette compréhension protège des illusions et des excès. Elle ne clôt pas le sujet, elle l'approfondit simplement. Le silence prend alors autant de valeur que l'expérience. Dans le bouddhisme zen, on dit que celui qui croit avoir atteint quelque chose s'est déjà éloigné du chemin. Cette logique s'applique ici avec précision. La projection n'est pas un signe de progrès spirituel. Elle est le reflet de l'état mental présent. S'il y a confusion, elle se manifeste. S'il y a clarté, elle se révèle. Ce n'est pas le phénomène qui définit le pratiquant, c'est le pratiquant qui définit le phénomène. Cette inversion change complètement la relation avec la pratique. Le centre revient à l'intérieur. La question la plus honnête n'est peut-être pas de savoir comment projeter la conscience, mais ce qui soutient la conscience lorsqu'il n'y a pas de stimulus. Cette question n'exige pas de réponse immédiate. Elle demande une contemplation continue. En restant avec elle, quelque chose s'ajuste naturellement. Le Tao appelle cela le retour à l'axe. Ce n'est pas un point fixe, c'est un alignement vivant. Lorsque cet alignement se produit, le chemin se révèle sans effort. Tout ce qui a été présenté ne cherche pas à clore un sujet, mais à ouvrir un espace interne d'investigation. La valeur réside dans le fait de suivre attentivement le raisonnement et de lui permettre de raisonner. Chaque personne reconnaîtra ses propres limites et rythmes. Il n'y a pas de comparaison possible dans ce processus. Le silence entre une idée et une autre enseigne également. Parfois, il enseigne plus que l'explication elle-même. C'est dans cet intervalle que la compréhension mûrit. Si une phrase ou une idée a résonné, il vaut la peine de la noter et de partager l'expérience dans les commentaires. Les récits conscients aident à construire un champ collectif plus lucide. L'échange n'a pas besoin d'être long, mais simplement honnête. Le parcours proposé ici n'est pas une exhibition, mais un approfondissement. Continuer à suivre cet espace est une façon de maintenir ce fil actif. Et au-delà des mots, l'invitation la plus ancienne demeure. S'observer calmement, sans se presser d'arriver quelque part.